Amis, citoyens, compagnons, camarades, je vous apporte le salut fraternel de la Fédération nationale de la libre pensée et de la Fédération nationale laïque des associations des amis des monuments pacifistes. La libre pensée dénonce la militarisation croissante dans la société, l'économie, l'adaptation de l'armée à la situation nouvelle, la militarisation de l'école, l'alignement sur l'OTAN, des budgets de militaires en hausse exponentielle, 413 milliards pour la loi de programmation militaire. Tous les ingrédients sont là. Sur un front où l'impérialisme français perd ses positions coloniales ou post-coloniales à l'étranger, les unes après les autres, il suffit de voir la triste palinodie de la conférence du Liban à Paris, où il y a peu, où les deux principaux protagonistes du conflit, Israël et Iran, sont absents pour s'en rendre compte. Il faut la guerre à Emmanuel Macron, agent de la finance et du capitalisme pour tenter de reprendre des parts de marché. C'est aussi la militarisation de la jeunesse par la mise en œuvre du service national universel, qui s'avère chaque jour comme un échec retentissant et un véritable gouffre financier. Chaque semaine, on apprend un scandale lié au SNU. Même le très à droite média Le Point le dit dans son édition du 21 octobre 2024. Budget 2025, et si on supprimait le SNU? En phase de test, le service national universel coûte cher, sans atteindre ses objectifs. Sa généralisation nécessiterait entre 3,5 milliards et 5 milliards d'euros par an. Les opposants au SNU sont chaque jour plus nombreux et plus déterminés que jamais à en finir avec cette ode permanente à l'armée, aux uniformes, à la discipline militaire. Chacun comprend que cette volonté de militarisation croissante de la jeunesse et de la société ne peut que conduire à la guerre. Sinon, à qui servirait l'armée et les généraux? À quoi sert de fabriquer des bombes atomiques et des armements de plus en plus sophistiqués si ce n'est pour s'en servir un jour? Même le pape François, pourtant apôtre de la théorie de la guerre juste, ses prédécesseurs lui ont laissé cela en héritage, est obligé d'en convenir. Dans son discours du 10 janvier 2022 aux membres des corps diplomatiques accrédités auprès du Saint-Siège, c'est la formule exacte, il déclarait « Le dialogue et la fraternité sont plus urgents que jamais. Tous les conflits sont facilités par l'abondance des armes. Celui qui possède des armes finit tôt ou tard par les utiliser, car on ne peut pas s'aimer avec des armes offensives dans les mains. » Vous voyez que la libre pensée n'est pas sectaire. On cite même le pape dans un discours pacifiste. Nous combattons la guerre et l'économie d'armement, qui ne peut conduire qu'à la guerre généralisée. C'est aussi pourquoi nous ne cesserons d'agir pour la réhabilitation collective des 639 fusillés pour l'exemple de la Première Guerre mondiale. Rappelons qu'en 1917, au moment des mutineries, il y eut 450 condamnations à mort, prononcées par les conseils de guerre. 27 soldats furent fusillés et 1500 furent condamnés lourdement. Le sang des 639 fusillés, pour l'exemple, coula dans les mêmes rigoles que celle des millions de morts dans les tranchées. Le sang unissait les victimes, la justice séparait les hommes. Louis Flourac, âgé de 24 ans, était de cela. Il ne fut pas épargné. C'est pour cela que nous sommes là, aujourd'hui, en sa mémoire, en leur mémoire, avec la LDH et l'ARAC. Il fut victime de l'incurie comme tous les autres fusillés, pour l'exemple. Parmi eux, 4 autres ariégeois fusillés avant lui. Frédéric Glaise, de la Roquedolme, 29 ans. Jean-Marie Saint-Germès, de Fabas, 32 ans. Paul Verger, de Montseron, 32 ans. Et Étienne Miquel d'Ascou, 24 ans. C'est fidèle à ce combat pacifiste internationaliste que la libre pensée, avec beaucoup d'autres à ses côtés,
combat pour la réhabilitation des 639 fusillés pour l'exemple de 14-18. Ici, tout est symbole. Nous voulons réhabiliter ceux qui hier ont dit non pour que l'on puisse dire non à la guerre aujourd'hui. Nous nous appuyons sur la prise de position pour cette réhabilitation de 2000 communes, 31 conseils départementaux et 6 conseils régionaux. Nous avons obtenu une première victoire par le vote à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi à l'initiative du groupe parlementaire de la France Insoumise. Mais le Sénat l'a refusé. Ensuite, nous recommencerons sans cesse jusqu'à la victoire. Nous n'avons jamais été aussi près de gagner cette bataille de justice. Chacun comprend que la situation politique aujourd'hui est un peu compliquée. C'est une évidence. Pour relancer le processus parlementaire, il faut à nouveau représenter cette proposition de loi à l'Assemblée nationale pour qu'elle soit votée de nouveau, puis la représenter au vote du Sénat. Nous ne pouvons nous permettre qu'elle soit retoquée au Palais Bourbon, car cela effacerait l'acquis du premier vote. Nous sommes en relation permanente avec différents groupes parlementaires pour guetter une fenêtre de tir possible. La fenêtre de tir pour les fusillés, pour l'exemple, nous sommes en plein paradoxe. Mais toute la situation politique est paradoxale en ce moment. Emmanuel Macron, dans ce délire de pouvoir personnel exacerbé à l'extrême, et aidé en cela par l'extrême droite et bien d'autres, de la droite à une certaine gauche qui se renie chaque jour davantage, a refusé de nommer un Premier ministre issu de la coalition parlementaire arrivée en tête, parce qu'elle n'était pas majoritaire absolue. Alors il en a nommé un, d'un parti qui a fait 5,40% aux élections. C'est quoi, sinon prendre les gens pour les imbéciles? L'autre solution pour dénouer la crise et trouver des solutions positives, c'est de redonner la parole au peuple par l'élection d'une constituante souveraine qui déciderait librement de quelles institutions le pays a besoin pour un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. La crise est nationale et aussi internationale. Aujourd'hui, la barbarie se déchaîne au Moyen-Orient et en Ukraine. On est frappé de stupeur par les chiffres annoncés. 600 000 Russes, 480 000 Ukrainiens. Le bilan humain de la guerre en Ukraine dépasse 1 million de morts et blessés. 41 000 morts, dont plus de 16 000 enfants et plus de 96 000 blessés à Gaza, en Palestine. Au moins 546 personnes auraient été tuées, dont 127 enfants depuis octobre 2023. 11 862 autres auraient été blessés, dont 890 enfants au Liban, depuis l'agression de l'État sioniste d'Israël. Plus de 400 millions de femmes et d'hommes vivent aujourd'hui au Moyen-Orient, soit 5,50% de l'humanité. À Gaza et à Beyrouth, c'est l'humanité que l'on assassine comme en Ukraine. On assiste à des tueries de masse qui recommencent pour des questions de territoire. Rappelons que le mot sacrifice vient d'une racine latine qui veut dire faire du sacré. On voit que dans ces guerres, la dimension religieuse est bien présente et prégnante. Leur sacré religieux est sanctifié par le sang des populations que l'on assassine et que l'on sacrifie pour des intérêts sordides. Le grand historien Robert Olivier Paxton, dans un récent ouvrage Le fascisme en action, écrivait « Alors que les régimes fascistes n'auraient pu survivre sans se lancer dans de nouveaux territoires pour leur race, Lebensraum ou Spazio Vitale, espace vital, et qu'ils ont délibérément choisi la guerre d'agression à cette fin, ayant clairement l'intention de faire monter encore d'un cran la tension dans la population. Ces lignes ont été écrites pour l'Italie fasciste de Mussolini et l'Allemagne nazie d'Hitler. On peut les appliquer sans problème au conflit entre Zelensky et Poutine, et aussi à l'État sioniste assassin d'Israël de Netanyahou. Comment ne pas penser aussi à ce que disait Curtis LeMay, ancien pilote de B-17 Flying Fortress, pendant la guerre contre le Japon, et qu'il réutilisera pendant la guerre du Vietnam quand il deviendra chef de l'état-major des États-Unis. Nous allons les ramener à l'âge de pierre.
Dans le même temps, les criminels veulent faire taire la presse en assassinant systématiquement les journalistes palestiniens et arabes, car le crime, pour rester impuni, doit rester silencieux, et surtout sans témoin. Et dans le même temps, leurs complices, qui ont aussi du sang sur les mains, discutent à l'infini pour contester le terme de génocide à Gaza contre le peuple palestinien pour justifier la guerre de Netanyahou. Imre Kertész, lauréat du prix Nobel de littérature en 2002, pour une écriture contre l'arbitraire barbare de l'histoire, et qui fut un adolescent vivant la souffrance des camps d'Auschwitz et de Buchenwald, a définitivement réglé ce problème en disant, en substance, contre les révisionnistes et les négateurs des chambres à gaz, que le véritable problème d'Auschwitz est qu'il a eu lieu. Et avec la meilleure ou la plus méchante volonté du monde, nous ne pouvons rien y changer. Les révisionnistes d'aujourd'hui ont une longueur d'avance et aussi un gros problème sur ceux d'hier. C'est que le génocide est encore en cours et qu'il y a des témoins, des victimes, des survivants, des preuves. Et ils devront répondre de leur complicité de crimes contre l'humanité. Le sang des 16 000 enfants palestiniens ne s'effacera pas. Il leur restera toujours sur les mains. La libre pensée sera toujours aux côtés du peuple palestinien pour son droit de vivre sur sa terre. Elle participe et participera encore à toutes les initiatives unitaires contre la guerre, contre l'économie d'armement, contre le SNU et pour la défense des libertés. C'est pourquoi la libre pensée dénonce la politique de répression des gouvernements Macron, qui entend interdire toute expression de solidarité avec le peuple palestinien. La libre pensée condamne ces interdictions de manifester notre solidarité et appelle à participer sous la forme que chacun choisira librement. La libre pensée réaffirme sa totale solidarité avec le peuple palestinien et son droit légitime et indéfectible à rester et à reprendre sa terre. Aujourd'hui, l'épicentre de la répression macroniste se concentre à Montpellier, contre les défenseurs du peuple palestinien soumis à un génocide. La libre pensée, avec le mouvement boycott des investissements de sanctions, BDS, subit une répression accrue par un préfet qui a déjà été traîné devant les tribunaux pour avoir interdit des manifestations qui ne lui plaisent pas. Un véritable autocrate comme son maître Macron. Il vient de déposer une plainte au pénal contre notre camarade Alban de Soutier, responsable de la libre pensée de l'Hérault, pour avoir lu à la fin d'une manifestation la déclaration nationale de la libre pensée en soutien au peuple palestinien. Le préfet est le représentant de l'État et de son gouvernement. Cette plainte pénale est donc désormais une affaire d'État. La dernière fois que l'État s'en est pris à la libre pensée, c'était en novembre 1940, quand Pétain et le régime de Vichy ont dissous et interdit quasiment, et même en même temps que la libre pensée, les confédérations syndicales et les obédiences maçonniques. On voit que la Macronie a de bien curieuses références et une nostalgie certaine, et on comprend qu'Emmanuel Macron fasse fleurir et honorer Pétain aux Invalides. Ceci explique cela. Mais nous avons tous ensemble la force irrésistible et puissante d'en finir avec cette répression d'État et avec le régime qui va avec. Nous appelons à signer massivement l'appel qui a déjà reçu des milliers de signatures, en solidarité avec notre camarade de l'Hérault et contre la répression contre la libre pensée. Nous appelons toutes les organisations, associations, syndicats, partis à prendre position pour cela et à faire connaître largement leur prise de position. Amis, citoyens, compagnons, camarades, on n'a pas fini d'entendre à nouveau dans ce pays, dans les villes, les villages et les campagnes, dans les usines, les bureaux et les chantiers, dans les écoles, les lycées, les universités de France et dans bien d'autres pays, le mot d'ordre universel des combattants de la liberté humaine, ni Dieu ni maître, à bas la sociale, à bas la calotte, et vive la sociale. Je vous remercie.